Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, le retour de la Tribune des décideurs pour cette nouvelle saison 2014. Laissez-moi tout d'abord vous présenter tous nos vœux pour cette année 2014. Un vœu de santé bien sûr, de succès et de réussite en tout genre. À mes côtés, Philippe Mabille, directeur général adjoint de la rédaction de la Tribune. Bonjour Philippe. Directeur de la rédaction, ça suffira. Directeur de la rédaction. Et puis à vos côtés également notre invité du jour, Philippe Lazare. Vous avez 57 ans, vous êtes architecte de formation, vous êtes depuis 4 ans le PDG d'Ingenico. On va voir avec vous comment se développent tous ces moyens de paiement, hein, c'est votre cœur de métier. Un mot déjà pour présenter votre entreprise, c'est 4800 personnes, 1,350 milliard d'euros de chiffre d'affaires autour de ça en 2013. Hein, les chiffres ne sont pas encore publiés, vous êtes une société cotée. On va voir donc en effet ces enjeux du paiement qui se multiplient à mesure que les horizons s'ouvrent, qu'ils soient sur d'autres pays ou virtuels. Un mot sur comment est-ce que vous définissez le cœur de métier d'Ingenico? C'est à la fois simple et compliqué, donc on va se limiter à la version la plus simple. Nous sommes un fournisseur de solutions de paiement électronique dématérialisées pour les commerçants. Alors, c'est vrai sur le paiement sur Internet, à travers une acquisition qu'on a fait récemment qui s'appelle Ogone, une société belge qui était un des leaders européens et qui continue de croître de façon très spectaculaire et très satisfaisante. Et puis, c'est vrai plus traditionnellement à travers la partie visible de l'iceberg Ingenico, qui sont les terminaux de paiement que vous utilisez très fréquemment dans la plupart des pays où nous sommes, c'est-à-dire dans plus de 100 pays dans le monde. Comme beaucoup d'opérateurs dans ce monde des nouvelles technologies, de l'informatique en particulier, vous marchez sur deux pieds, le hardware et puis de plus en plus le software. On imagine que c'est vraiment le relais dans le service, le software, plus que dans le hardware? Alors, encore une fois, la tendance de raisonnement est la bonne, c'est-à-dire qu'on pense que le service, on pense que la partie dématérialisée de ce métier est un vecteur de croissance pour l'avenir. Il se trouve, et on ne s'en plaint pas, que le terminal de paiement électronique, quels que soient d'ailleurs ces nouvelles, ces nouveaux avatars, que ce soit à travers un téléphone portable, un smartphone ou un terminal traditionnel, continue à croître et à croître très significativement, puisque les taux d'équipement de ce type de produits dans les pays émergents est encore très faible, que les classes moyennes croissent très vite, qu'elles sont très demandeuses d'équipements en carte et qu'ensuite elles sont très demandeuses de pouvoir les utiliser. Pas que dans les pays émergents, il y a encore des pays occidentaux comme l'Italie, les États-Unis, où finalement les cartes à puce ont eu du mal à s'imposer. Alors l'Italie est un pays qui a basculé dans l'univers EMV, c'est-à-dire l'univers où vous lisez les informations de la puce et vous vous authentifiez en tapant un code qu'on appelle un PIN. Les États-Unis restent une terre de conquête en la matière, puisqu'on est encore dans un univers où on lit la carte avec le risque de fraude associé à ce processus. Mais les États-Unis sont un marché sur lequel on commence à avoir une présence, je qualifierais de satisfaisante. Pas parfaite, mais satisfaisante. Ce qui est très intéressant dans votre cas d'Ingenico, votre entreprise, c'est que vous êtes numéro 1 en France, mais vous n'y faites que 10% de votre chiffre d'affaires. Vous êtes assez présent en Europe, vous faites à peu près un peu moins de la moitié du chiffre d'affaires en Europe, mais vous êtes aussi numéro 1 en Chine et vous êtes très puissant aussi en Amérique latine. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous avez su finalement prendre le virage des marchés émergents à temps et que les marchés matures, finalement, pour vous, sont moins importants? Alors, ils sont loin d'être moins importants, puisque même si la France représente aujourd'hui moins de 10% de notre chiffre d'affaires, elle est encore dans le top 5 des pays contributeurs du groupe en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est un marché important. On est une société française, on tient à être numéro 1 en France, on l'est. Maintenant, vous avez raison, les gros contributeurs de croissance viennent plutôt d'autres endroits du monde. Le premier pays du groupe est le Brésil, sur lequel on a une position désormais de numéro 1 bien implanté depuis plusieurs années. La Chine est une opération qui a été faite plus récemment, puisqu'on est... c'est une acquisition. C'est une acquisition. Alors c'est une montée progressive au capital. On a commencé par être petit majoritaire, puis aujourd'hui on a 100%, on a toujours des partenaires chinois. Une opération qu'on a fait lorsque je suis arrivé dans l'entreprise en 2007, chose comme ça. Ça se passe bien en Chine? Parce qu'on entend tellement d'histoires sur les partenariats en Chine, sur la difficulté d'être à 100% au capital. Alors,
j'ai presque tendance à dire que ça se passe idéalement bien. C'est-à-dire qu'on a eu d'abord un partenaire chinois qui a été extrêmement loyal et qui a beaucoup travaillé au développement de la société. On a une équipe de management auquel on a adjoint un certain nombre de gens de chez nous sur des fonctions qu'on considère clés, la fonction d'audit, les fonctions de direction financière, les fonctions de liaison avec nos opérations de manufacturing, etc. Et globalement, aujourd'hui, je classe la Chine parmi les très 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 bons élèves vous avez cité le problème des fraudes, notamment aux États-Unis, mais pas seulement. Avec le développement des nouvelles technologies, notamment le sans contact dont on parle beaucoup, est-ce qu'il n'y a pas un risque de frein finalement au développement de votre marché du fait de problèmes de sécurité des systèmes de paiement? Alors, globalement, les systèmes de paiement électroniques en boutique, dans l'univers chip and pin, c'est-à-dire je lis la puce et je m'authentifie, est extrêmement fiable, très sûr. Le domaine un peu plus incertain, c'est le domaine non-EMV, c'est-à-dire les États-Unis, là où vous pouvez, sur la base des informations que vous avez sur la carte, effectuer une transaction, par exemple sur Internet, puisque c'est aussi un des processus classiques, c'est-à-dire que les informations de la carte sont volées d'une façon ou d'une autre dans une boutique, ensuite utilisées sur Internet pour faire une transaction. Cet univers-là reste à sécuriser. La société dont nous avons fait l'acquisition, qui s'appelle Ogone, qui, elle, a développé des services de paiement sur Internet, a développé aussi en parallèle des systèmes d'authentification des fraudes éventuelles de très bon niveau. Le sujet reste un sujet important, et c'est d'ailleurs, je pense, la raison pour laquelle, en dépit des très nombreux nouveaux entrants qui arrivent dans ce secteur avec des idées fracassantes sur comment faire du paiement tellement simple que c'est étonnant qu'on n'y ait pas pensé avant, la réalité, c'est que ça reste un métier qui est dominé par des gens dont le savoir-faire est pour l'essentiel autour de la sécurité. J'aimerais qu'on revienne à l'Hexagone. Vous avez un poste d'observation privilégié finalement, puisque vous voyez l'activité financière transiter par vos moyens de paiement. Comment est-ce que vous sentez le dynamisme de l'économie, si dynamisme il y a? Alors, si je devais me fier qu'aux chiffres d'Ingenico en France, j'aurais tendance à avoir une analyse plutôt positive. Plutôt positif. Ceux qui s'en sortent bien. On est à l'évidence parmi ceux qui s'en sortent bien. D'un point de vue plus macroéconomique, je reste assez dubitatif sur ce que sera l'économie en France en 2014. La prise de conscience, semble-t-il, de nos décideurs politiques de la nécessité d'avoir des entreprises performantes comme premier moteur de la croissance est plutôt une bonne nouvelle. On va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que vous attendez là? Il va y avoir les vœux de François Hollande qui doit faire une conférence de presse le 14 janvier. Il a annoncé, lors de ses vœux du 1er janvier, un pacte de responsabilité avec les entreprises, sous-entendu de nouvelles baisses de charges. Est-ce que vous attendez vraiment quelque chose de supplémentaire et à quelles conditions ça pourrait, selon vous, permettre d'investir plus en France? Alors, d'abord, quels que soient les gouvernements successifs, Ingenico est un très bon citoyen de ce point de vue-là. Nous avons 800 personnes en France, pour l'essentiel des gens de très bon niveau de formation. Vous avez recruté en 2013? On a recruté en 2013, je ne peux pas vous donner les chiffres parce que je ne l'ai pas en tête, mais on a recruté de façon significative. On a notre centre de R&D fondamental est basé à Valence dans la Drôme. Et très honnêtement, je pense qu'on est un citoyen au sens entreprise, parfaitement exemplaire. Est-ce que vous avez levé le pied malgré tout? Est-ce que vous êtes inquiété? Est-ce que vous avez perdu confiance comme c'est arrivé à certains de vos petits camarades? Non. Non, pour les raisons évoquées précédemment, à savoir que vous avez probablement suivi le parcours d'Ingenico en 2013, vous avez vu les très fortes croissances, et il n'est pas pour nous question d'obérer le futur en ayant une politique trop malthusienne à court terme. Alors, juste peut-être un exemple de ce qu'on pourrait attendre. Nous avons en Chine une activité qui représente grosso modo 10% du chiffre d'affaires du groupe. Et c'est également 10% de la R&D du groupe. Peut-être même un petit peu moins. Au titre des opérations que nous effectuons en Chine, nous avons des aides du gouvernement chinois qui sont supérieures à celles qu'on reçoit en France au titre des crédits impôt recherche. C'est un gouvernement socialiste en même temps. Ça, c'est vous qui le dites. Voilà. Je suis content de regarder les chiffres. Ils sont encore plus étatistes que chez nous. Alors, le principe de l'émission, c'est de prendre les questions des internautes. Elles nous arrivent déjà. Les banques se mettent au paiement mobile. Ingenico va-t-il se mettre à la banque? Une question d'un internaute. Est-ce que c'est quelque chose, une piste de développement pour vous? Alors, les banques se mettent au paiement mobile avec Ingenico,
puisque l'essentiel des solutions techniques qui sont fournies aux banques qui s'intéressent aujourd'hui au paiement mobile, le principal étant la BNP avec qui nous avons un partenariat très fort, sachant qu'on travaille également avec Orange sur ce sujet-là. Donc quand les banques s'intéressent au paiement mobile, évidemment, le premier interlocuteur avec qui ils vont travailler ou à qui s'adresser, ça va être Ingenico. Vous ne pouvez pas les concurrencer, on ne peut pas concurrencer ses clients. Hein. Non, non. Puis la comparaison tournerait assez vite en notre défaveur, je pense, en matière de moyens financiers. Une question à la mode aussi, le Bitcoin, avec son arrivée sur le marché du paiement en ligne, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez ? Non, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, aucun de nos clients commerçants ou banques nous a demandé de développer des applicatifs permettant d'accepter le Bitcoin comme moyen de paiement dématérialisé. C'est un peu spéculatif encore aujourd'hui. Ça le reste très largement. Je pense que je doute qu'aujourd'hui les commerçants aient envie d'avoir un applicatif qui permette de recevoir du Bitcoin Mais est-ce que c'est une tendance qui vous paraît, si on se projette à 10 ou 15 ans, l'arrivée d'une sorte de monnaie virtuelle mondiale d'Internet, la monnaie d'Internet, quel que soit son nom, ce sera peut-être autre chose. C'est quelque chose qui vous paraît possible ? Ça paraît possible, pour autant que ce soit évidemment directement sous les autorités de régulation des gouvernements monétaires, ce qui n'est juste pas le cas aujourd'hui. Une question peut-être sur la santé, parce que vous êtes, je ne sais pas si on n'en a pas parlé, mais vous avez un service de mise à jour des cartes vitales qui traite énormément de ventes, parce que la carte vitale, tout le monde en a une. Et là, vous venez de remporter un contrat pour un consortium, pour un projet de modernisation de l'assurance santé en Allemagne. Absolument. Ce domaine de la e-santé et même des data autour de la santé semble être un grand secteur d'avenir. Est-ce que vous allez investir dans cette... apparemment, vous le faites, mais quelles sont les perspectives dans ce domaine ? En réalité, on a déjà investi, puisque ce qui nous a permis d'avoir cette activité dans l'univers de la santé et des terminaux lecteurs de cartes vitales, mise à jour de cartes vitales et traitement du paiement en pharmacie ou chez les professionnels de santé, vient d'une activité d'une société qui s'appelle Xiring, dont on avait fait l'acquisition il y a maintenant à peu près 2 ans. Sachant qu'historiquement, nous avions au sein du groupe une autre activité en Allemagne qui avait rejoint le groupe au moment de l'acquisition de Sagem Monetel en 2008. Donc on avait 2 entités, l'une traitant des sujets de santé en Allemagne, l'autre des sujets de santé en France. Donc on a décidé de les regrouper, travailler sur une gamme de produits communes. Et évidemment, on commence à s'intéresser à des sujets du type quels sont les pays qui ont des ambitions en matière de mise sous contrôle de leurs dépenses de santé. Puisque le sujet numéro 1, c'est évidemment l'authentification, enfin l'identification des bénéficiaires, des ayants droit, la mise à jour des droits, etc. Donc, quand vous avez entendu le président de la République parler des abus de la sécurité sociale lors de ses vœux, ça veut dire que par ce type de technologie, on peut sécuriser mieux le système ? À l'évidence, puisque les cartes sont sécurisées, que les informations d'authentification le sont également, que les ayants droit le sont également, et qu'on pense qu'on a une histoire à raconter dans cet univers-là. Oui. À propos d'acquisition, vous mentionnez celle de Xiring. Est-ce que c'est votre façon de piloter l'innovation qui n'a pas de limite finalement dans votre métier ? Est-ce que vous êtes en permanence en veille là-dessus pour savoir quelle est la start-up ou une société plus importante qu'il faut racheter pour éviter d'être débordé ? Alors, vous avez noté que c'est un univers dans lequel il y a un foisonnement d'initiatives tout à fait spectaculaires, dont certaines sont à l'évidence à mettre en doute assez rapidement, parce qu'elles n'apportent aucune espèce de garantie quant à la sécurité de la transaction, la sécurité des données personnelles du porteur de carte ou la sécurité des données du commerçant. On peut prendre des exemples, là, vous avez des choses en tête? Non, je n'ai pas de choses en tête. Mais alors, on voit très peu de solutions de ce type-là en France, mais elles sont foisonnantes aux États-Unis, elles sont foisonnantes dans d'autres endroits du monde, donc on regarde ça évidemment attentivement. Nous, on a fait un certain nombre de paris. Alors, on a fait le pari que effectivement le paiement mobile, au sens de comment transformer un smartphone en terminal de paiement pouvant accepter du paiement, a un sens. Donc, on accompagne ce mouvement-là. On fait même mieux que de l'accompagner, puisqu'on a développé, par exemple, pour les Apple Store, toutes leurs solutions de paiement en boutique qui sont basées sur la combinaison d'un iPhone avec un terminal de paiement, combinaison physique. À terme, d'ailleurs, ça serait une combinaison par Bluetooth, donc avec la possibilité conversationnelle. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on a décidé d'aller, d'investir, même si le retour sur investissement n'est pas absolument immédiat.
Et puis ensuite, on a des capteurs technologiques au sens des... on a dans tous les pays des gens à nous qui travaillent pour nous, dans nos équipes de R&D, qui écoutent le marché, qui regardent ce qui se passe et qui nous remontent un certain nombre d'informations et d'opportunités, sachant qu'on a l'option acquisition, mais on a aussi l'option développement en interne, ce que l'on fait également souvent. Vous faites beaucoup de R&D en interne? On consacre entre 8 et 10% de notre chiffre d'affaires à la R&D, ce qui, dans cet univers-là, est le niveau qu'il faut avoir pour tenir cette vitesse. Alors, Ulysse 75 demande, existe-t-il une menace de nouveaux entrants qui mettrait en péril le duopole Ingenico-Verifone? On rappelle qu'à vous deux, vous contrôlez à peu près 80% du marché mondial. Est-ce qu'en effet, on pourrait avoir sorti de nulle part un astéroïde qui bouleverse finalement cet écosystème? On pense dans d'autres mondes à Facebook qui a fait trembler un peu la planète Internet. Est-ce qu'il y a un Facebook qui pourrait sortir de nulle part? Alors, sur le terrain du terminal de paiement traditionnel, tel qu'on le connaît aujourd'hui, la situation de consolidation qui a été créée par les opérations d'acquisition de Verifone de son côté et des nôtres s'agissant d'Ingenico, ont abouti à une situation qui n'est pas totalement un duopole parce qu'on a un certain nombre de petits acteurs qui ne sont absolument pas connus, mais vous avez un Chinois qui s'appelle Pax qui fait un peu de terminaux de paiement ça et là, vous avez des Coréens qui font des terminaux de paiement. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu apparaître dans cet univers du terminal de paiement un tsunami asiatique arrivant avec des produits à bas coût? D'abord parce que nous-mêmes sommes en manufacturing asiatique, donc on a déjà les coûts asiatiques, et qu'ensuite, le terminal de paiement est un produit qui est extraordinairement customisé et localisé. C'est-à-dire qu'en dessous du parapluie qui s'appelle paiement électronique, vous avez une déclinaison locale qui est une déclinaison locale très compliquée. Des certifications, des barrières successives pour vérifier que vous êtes capable de faire ce métier-là avec le niveau de sécurité nécessaire. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de dire ça n'arrivera jamais, c'est impossible, etc., parce que ça serait quand même d'un grand aveuglement. Il nous semble que sur cet univers du paiement électronique, à travers des terminaux de paiement traditionnels, le sujet est bien connu, bien maîtrisé, et on ne voit pas de lame de fond. Donc pas vraiment de menace sur le hardware, non. En revanche, tout le reste, c'est-à-dire les activités qui vont tourner autour des smartphones, qui vont tourner autour d'Internet, sont des sujets sur lesquels il y a beaucoup d'innovation, beaucoup d'initiatives, et c'est la raison pour laquelle on a décidé, nous, d'être un acteur dans cet univers-là, à travers Ogone d'une part sur le paiement sur Internet, et puis toutes nos initiatives autour du paiement mobile. Il y a un acteur très important dans le domaine de la sécurité d'Internet, c'est la NSA, la National Security Agency américaine, qui a fait la polémique en 2013 sur beaucoup de sujets, mais un récent qui vient d'apparaître, c'est leur capacité ou non, au travers soit de modes d'espionnage ou d'accords avec les constructeurs comme Apple, qui a démenti que la NSA ait les codes pour casser les iPhones, mais bon, il y a cette polémique. Et puis il y a la polémique plus générale sur jusqu'où sont-ils capables d'aller pour casser les codes de sécurité. Il y a quelques jours, on parlait de leur capacité de faire des nouveaux ordinateurs quantiques qui seraient capables de casser tous les codes. Est-ce que, là aussi c'est un peu de la science-fiction, mais est-ce qu'il vous semble là aussi que ça peut peser sur le développement de ce type de généralisation des paiements électroniques, sachant que les gens commencent à se méfier, veulent protéger leur vie privée, et il y a quand même la moitié probablement des Français qui ont leur carte bleue quelque part sur Internet ou dans un smartphone. Je vous laisse libre de votre appréciation sur le fait de savoir si la NSA est capable de craquer les terminaux de paiement. Très probablement oui d'ailleurs. Est-ce que ça présente un intérêt? C'est moins certain. Ceci étant, nous consacrons à l'intérieur des 8 à 10% de R&D que nous développons tous les ans au sein d'Ingenico, on consacre une partie non négligeable à la définition de nouveaux algorithmes de sécurité. On a, je crois, dans nos effectifs, une dizaine de personnes que je classerais très probablement dans les meilleurs, au moins en France, ce qui est déjà pas mal du tout en la matière, parmi les meilleurs en la matière en matière de sécurité et de tests de sécurité de nos produits. Maintenant, est-ce que c'est la garantie absolue? Certes pas. C'est d'ailleurs pour ça que les réglementations évoluent tous les ans, ce qui est aussi une des barrières à l'entrée. C'est-à-dire que vous avez un organisme international qui s'appelle PCI, qui est le Payment Cards Industry, dans lequel sont représentés essentiellement les grands schémas internationaux type Visa, Mastercard, Amex, plus les fabricants de terminaux, en l'occurrence Verifone et nous-mêmes.
Et nous, enfin, cette institution émet tous les ans des nouveaux règlements en matière de sécurité, à la fois des terminaux, à la fois des tuyaux dans lesquels vont passer les différentes transactions. Et nous sommes toujours à la pointe de la technique pour répondre à leurs recommandations. Une question qui n'a pas grand-chose à voir, mais qui vient d'Ulysse. Est-ce que l'euro fort vous pénalise ? Vous, en tant qu'industriel, finalement, européen. Ce qui nous pénalise, c'est plutôt un réal faible qu'un euro fort. C'est corrélé, non? Oui, alors en réalité, pas tant que ça, parce que les sujets de change qu'on a eus au Brésil sont plus des sujets de change entre le réal et le dollar, puisque nous fabriquons localement nos produits et qu'on les paye en dollars, plutôt qu'un sujet réal-euro. Alors, quand les analystes nous posent la question de savoir est-ce que le risque de change, oui, d'accord, on ne peut pas à la fois être une société très internationale, à la fois vouloir se projeter sur tous les marchés, y compris les marchés émergents, et dire qu'on veut zéro risque. Alors ceci étant, on a des politiques de couverture, on a des gens extrêmement bons dans nos équipes qui sont capables de nous aider à maîtriser le risque, et je pense que c'est pas très agréable, mais c'est quand même une contrepartie à payer si vous voulez être un acteur international. En quoi consiste exactement l'activité de processing, demande Mr Bean? Alors là, on est dans la technique. Hein. Je ne savais pas que Mr Bean s'intéressait à la technique. Le processing consiste à définir un fichier informatique, à le sécuriser, à l'envoyer dans des tuyaux virtuels et de l'envoyer à son destinataire qui va être soit celui qui va payer la transaction ou qui ensuite va être transmis à celui qui émet le moyen de paiement. Enfin bon, c'est tout le traitement, c'est tout le back-end technique de traitement des transactions de paiement. On a encore des pièces de monnaie, des pièces jaunes dans les poches. On pensait que ça allait disparaître avec des applications comme Moneo et ça n'a pas marché avec Moneo. Est-ce que ça va finir par disparaître, par exemple avec le téléphone portable, ou est-ce que pour vous, ces mondes vont continuer de cohabiter éternellement Une des caractéristiques de l'univers du paiement, c'est que vous n'avez jamais eu un moyen de paiement qui a complètement fait disparaître le précédent. Le troc existe encore, la monnaie au sens fiduciaire existe encore, les chèques existent encore, le virement existe, le paiement électronique existe. Donc, on est plutôt dans... Voilà, c'est plus de la cohabitation avec un grand mouvement quand même vers la virtualisation, et donc c'est un mouvement qui nous est favorable, mais dans le monde, le cash reste le moyen de paiement principal. Quand on regarde le projet dit NFC de paiement sans contact, pour le moment, c'est plutôt un échec. On n'a pas l'impression, notamment parce que les plafonds, on parlait des questions de sécurité, les plafonds de paiement autorisés sont encore trop bas. Alors, les plafonds de paiement autorisés sont trop bas. Dans un paiement NFC sans contact, sans authentification. C'est ça, c'est son simple smartphone, voilà. On passe devant... Alors, l'étape d'après qui existe d'ailleurs consiste à dire, je ne sais plus quelle est la limite, je crois que c'est 25 € en France. Si vous payez au-delà de 25 €, donc vous allez présenter votre carte qui va être lue par un signal NFC et vous devrez quand même vous authentifier à travers la saisie de votre PIN. Donc vous retournez dans un processus assez classique et assez proche de j'insère ma carte et je tape mon code. Voilà. Je pense que sur tous les paiements de vie quotidienne, de montants faibles, ça c'est un moyen très puissant et très rapide. On parle de ces paiements virtuels, des Google, des PayPal, des Apple et autres. Est-ce que vous les percevez comme une menace à terme éventuelle? Alors, tous ces gens-là ne font pas exactement la même chose. Apple, dans notre esprit, c'est... Amazon, peut-être, je ne sais pas, faudrait peut-être... Alors, Apple et Amazon, dans notre esprit, sont des retailers, sont des commerçants. Donc, leur sujet à eux, c'est de proposer à leurs propres clients consommateurs des moyens de paiement en boucle fermée, c'est-à-dire je suis sûr j'ai mon client, je l'ai authentifié, je lui ai ouvert un portefeuille électronique, il a la capacité de payer sur mon site, tout ça est en flux bouclé. Mais ce n'est pas la même chose sur Amazon. Tout ça n'est pas du paiement universel, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un compte iTunes que vous pouvez acheter ou payer au restaurant avec votre compte iTunes. Donc ces gens-là sont des commerçants. Google, c'est un sujet un peu différent, parce que définir Google exactement quel est le corps de métier, que font-ils, c'est à mon avis un exercice pas simple. Eux, ils ont des très grandes bases de consommateurs. Ces grandes bases de consommateurs doivent leur donner des idées autour de comment puis-je les équiper avec un moyen de paiement. Jusqu'à présent, et j'espère que ça durera, à chaque fois que Google s'est interrogé sur comment émettre un moyen de paiement, ils sont venus nous voir pour nous dire comment nous aider à ce que notre moyen de paiement soit accepté. Mais on voit bien que ce n'est pas simple.
Un mot sur votre début de carrière. Vous avez une formation d'architecte. C'est assez rare de recevoir des grands patrons comme ça qui ont commencé par cette voie. Comment s'est fait la transition? Pourquoi ne pas avoir persévéré finalement dans ce beau métier d'architecte? Alors, pour des raisons économiques assez simples, il faut remonter à l'horizon des années 80, période où j'ai passé mon diplôme. J'ai commencé à travailler dans le monde de l'architecture, avec une assez grande incertitude en matière de rémunération, pour ne pas dire plus. C'était pas un métier qui offrait d'assez de débouchés. Et puis j'ai eu des raisons extrêmement personnelles de devoir être certain de gagner ma vie plus régulièrement. Et vous ne regrettez pas quand même d'avoir abandonné ce métier? Non, parce qu'en réalité, je continue à m'y intéresser beaucoup, donc je rate rarement les expositions, j'achète encore beaucoup de bouquins en la matière, et j'ai finalement le bon côté du métier. Bon, Philippe, une dernière question peut-être? Peut-être une question sur la qualité de votre performance boursière. Il faut reconnaître qu'elle est tout à fait remarquable sur les dernières années. Je crois que c'est 152% en 6 ans, avec encore une forte progression. La bourse, c'est vrai, a fait une belle progression l'an dernier, mais vous avez fait 2 fois plus que le CAC 40 l'an dernier. Donc, est-ce que vous avez d'être optimiste encore pour votre courbe de bourse pour 2014 et quand on compare, finalement, vous pesez que 3 milliards d'euros de capitalisation boursière, quand on compare aux grands géants du monde aujourd'hui, de la high-tech américaine, ça reste tout petit d'une certaine façon. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un décalage, alors que vous êtes sur une vraie activité, avec un vrai chiffre d'affaires, par rapport à toutes ces sociétés qui arrivent et qui arrivent à se regarder Twitter, qui vaut 40 milliards de dollars aujourd'hui et qui vient juste de se faire côté. On n'en est pas là. Alors, le cours de bourse, je ne suis pas absolument certain de devoir le commenter parce qu'après tout, c'est une appréciation du marché. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que si vous regardez ce que pensent les analystes, les gens qui travaillent sur le dossier Ingenico, qui le connaissent, et la plupart sont des gens qui consacrent le temps nécessaire, ils pensent qu'on est plutôt un titre qui devrait valoir 75, 65, certains pensent jusqu'à 69 euros. Qu'est-ce qui est valorisé dans Ingenico? D'abord, la première chose qui est valorisée, c'est les bonnes performances de l'entreprise intrinsèques, c'est-à-dire sa profitabilité, son efficacité industrielle, ses conquêtes de nouveaux marchés, sa capacité d'innovation. Et puis, on est aussi sur un secteur qui est le secteur du paiement électronique, qui est en très forte croissance. Et ce qu'on appelle la crise, qui est d'ailleurs relativement une crise, qui est quand même globalement plutôt une nécessité absolue pour la plupart des pays et des entreprises de s'adapter à un nouveau contexte concurrentiel, bien plus qu'une crise. Si on regarde ces phénomènes-là, ils vont plutôt dans le sens de la dématérialisation du paiement. Parce que si vous êtes un État ou un gouvernement et que vous voulez être certain de pouvoir percevoir des taxes, il vaut mieux avoir une économie électronique avec traçable, avec toutes les informations. Ça nous ramène à la NES. Une économie entièrement en cash. C'est d'ailleurs, par exemple, des gens comme les Turcs viennent de décider il y a maintenant à peu près 1 an, de façon assez brutale, et il nous a fallu 1 an pour nous y adapter, de désormais avoir sur les terminaux de paiement portables une mémoire fiscale permettant de transmettre l'information TVA directement aux administrations fiscales. Et ça existait déjà en Chine sous une forme différente. Donc, ça pourrait s'appliquer à la Grèce aussi, peut-être. Ça devrait. Notamment dans les îles grecques. Ça devrait s'appliquer à la Grèce. Donc, je veux dire, entre guillemets, les périodes durant lesquelles les États veulent être certains que les recettes fiscales rentrent, le paiement électronique, c'est plutôt bon pour vous. C'est plutôt bon. Oui. Encore faut-il que les machines fonctionnent. Parce que, mais elles fonctionnent, en tout cas les nôtres. Oui, mais parfois chez le commerçant, non, ça ne marche pas. Voilà, on va se quitter sur ces mots. C'était la tribune des décideurs de Philippe Lazare. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous, merci pour vos questions. Inaugurer cette année 2014. Merci à vous tous pour votre fidélité et vos questions. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.